Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Bonjour à tous, bienvenue sur Décidéo. On va parler encore une fois de data de manière peut-être un petit peu différente de d'habitude. On va en parler avec Mathias Debièvre qui est le CEO et le fondateur d'une société qui s'appelle Vision. Alors d'ailleurs, on va tout de suite dire, parce que si les gens cherchent Vision, on doit y en avoir des milliers. Donc votre site web c'est visionpol.eu. Vous allez d'ailleurs nous expliquer peut-être ce que ça veut dire derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée-là, hein, et pourquoi vous appelez Vision. Justement, donc il y a dans ce que vous venez de dire, et merci beaucoup de m'inviter, Philippe, je suis ravi d'échanger avec vous sur ces sujets. C'est Vision avec un S et en effet POL. Et pourquoi Vision avec un S? Faire très rapide, c'est que je suis parti du principe que si chacun peut contrôler ses données, l'IA pourra s'adapter aux besoins et aux vraies volontés de chacun, et donc chacun pourra suivre sa vision, et donc il y aura plusieurs visions, et donc vision au pluriel. D'accord, très intéressant. Alors justement, l'IA, on va en parler, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, alors à coût de centaines de milliards de dollars, hein, c'était un peu la course entre les États-Unis, l'Europe, les pays arabes, etc. On additionne au moins théoriquement les milliards, on verra s'ils sont tous à la fin, mais vous comme moi, on a été un petit peu étonnés du fait qu'on parle beaucoup d'IA et de l'investissement qu'il faut mettre, et ni Trump ni Macron d'ailleurs n'ont parlé des data. Est-ce qu'on peut peut-être d'ailleurs rappeler, d'abord pour commencer, l'importance des data dans le processus d'intelligence artificielle? Oui, en deux, trois mots, à différents niveaux. Une IA, elle va s'entraîner sur des données. Et donc, si on prend ChatGPT, il a pris toutes les données publiques disponibles, légalement ou non. Et aujourd'hui, donc, si je lui pose une question, parce qu'il a pris tout le Wikipédia et tous les articles de web, etc., il peut y répondre. Donc, ça, c'est phase d'entraînement. Et donc, une IA, elle est que aussi intelligente que ces données. Si je l'entraîne uniquement sur les mails que j'envoie à mes amis, ce sera pas aussi intelligente que si elle s'entraîne sur Wikipédia. Et donc ça, c'est la phase d'entraînement. Et puis ensuite, si on veut une IA, par exemple, de prévention dans la santé, elle a besoin d'accéder aux données à mes données de santé, pour me faire le bon diagnostic, parce qu'on aura eu beau l'entraîner sur les meilleures données de santé du monde, si elle n'a pas accès à mes data, à ma situation, elle me sera inutile. Donc finalement, oui, il y a une importance dans l'intelligence et dans la structuration du modèle, mais c'est pas plus important que la qualité et l'accès à la donnée sur lesquelles l'IA va s'exécuter. Alors quand on dit on va mettre 200 milliards, 500 milliards sur l'IA et qu'on parle pas de données, est-ce qu'on se trompe pas un peu finalement, ou alors ça veut dire qu'on n'en parle pas mais les données sont dedans? Il faut voir, et c'est ce pourquoi on milite aussi. C'est aujourd'hui, quand par exemple on dit 500 ou 100 milliards côté français, dans quoi? Dans ce qu'on appelle des data centers. C'est quoi, grosso modo? C'est des espaces, c'est du physique où on va mettre des serveurs, où on va mettre de l'énergie, on va mettre de l'eau pour pouvoir traiter justement des grandes quantités de données. D'où elles viennent ces données? C'est la vraie question, et qui n'est pas encore aujourd'hui vraiment clarifiée dans les annonces. Peut-être parce que politiquement et parce que généralement les gens ne s'y intéressent pas, mais opérationnellement et techniquement c'est un vrai sujet. Et nous, ce qu'on dit, c'est les modèles d'IA, ils ont déjà pris toute la donnée publique disponible. Ça, c'est fait. Donc, si on veut se différencier, on va pas se différencier sur de la donnée qui est accessible. Il faut donner accès à de la donnée aujourd'hui inaccessible, à de la donnée fermée. Je parlais des données de santé. Aujourd'hui, mes données de santé, elles sont pas publiquement accessibles, et encore heureux. Mais mes données de l'éducation, les données bancaires, les données de mobilité, les données qu'il y a dans les entreprises, c'est ces données privées et fermées qui sont pertinentes et qui vont permettre de créer des nouveaux services IA hyper intéressants. Mais pour y
donner accès, il faut un cadre, il faut des moyens déjà de les trouver, de contractualiser, de gérer les droits, de gérer l'interconnexion, etc. Et ce moyen-là, c'est ce qu'on appelle des espaces de données. C'est des infrastructures finalement de partage de données qui gèrent toutes ces conditions et tout le respect des droits et toute la mise à disposition de ces datas. C'est des infrastructures qui ont déjà, au niveau européen, été financées à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. Et nous, ce qu'on dit, c'est si on veut faire de ces financements et de ces annonces et de cette stratégie IA un succès, il faut le lier à cette infrastructure d'accès et de partage de la donnée. Sinon, on aura des data centers qui seront vides ou qui ne nous permettront pas de nous différencier. Ou qui feront tourner des modèles, mais sur rien, et donc on n'aura rien en résultat. Sur rien de nouveau, ouais. Et donc on fera rien de bien intéressant par rapport à d'autres. Alors on parle parfois j'ai entendu parler de ce qu'on appelait les données synthétiques, qui seraient une espèce de potion magique qui permettrait de créer de la donnée quand on n'en a pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, c'est pas qu'on n'en a pas, c'est de créer de la donnée à partir de données qu'on a. Donc, c'est le même problème. En fait, la donnée synthétique, quel avantage elle a? C'est par exemple sur des données de santé, au lieu d'utiliser de la vraie donnée de santé, on va faire un dataset qui copie le vrai dataset, qui a du coup à peu près les mêmes propriétés, mais qui en fait se rattache à aucune personne en particulier, et donc ça enlève un certain nombre de problèmes éthiques et réglementaires. Mais si t'as pas la donnée de base, tu peux pas générer la donnée synthétique, donc c'est le même problème, c'est le même sujet. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas j'ai 100 données et grâce aux données synthétiques, Non. je vais en avoir 1 million. C'est j'ai 100 données et en effet, pour des raisons à la fois éthiques et juridiques, je les réorganise différemment. C'est ça, je crée des faux trucs qui ont à peu près le même, globalement, qui ont à peu près les mêmes attributs, mais qui en fait se rattachent à aucune personne qui existe, et donc on n'a pas le truc. Mais l'autre problème de ça, c'est d'une part, il faut avoir la donnée, et puis l'autre problème, c'est que tu peux pas, c'est un peu comme de la consanguinité au final, tu peux pas générer des données synthétiques sur des données synthétiques, ça va faire des choses inexploitables, ou en tout cas très mauvaises, donc il faut quand même à un moment avoir accès à de la vraie data qui est issue d'activités réelles. Alors justement, vous avez mentionné, sans le mentionner, les data space. Alors les data space, vous dites, on a investi des milliards depuis un certain nombre d'années sur le sujet. Alors je suis content de le savoir parce que honnêtement, bon, j'avais un peu entendu parler des data space, mais la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Donc on peut se poser la question, ils sont passés où ces milliards et pourquoi personne ne connaît ces initiatives de création de places de marché un petit peu autour des données. C'est exactement ça, c'est des sortes de marketplace de données, c'est un réseau partagé, distribué, où via un même protocole, une organisation peut venir décrire quelles données j'ai, selon quelles conditions je les mets à accès. Moi, j'autorise que des acteurs européens ou que des acteurs publics. Voilà combien ça coûte, etc. Donc, je décris ça. Et ensuite, il y a un protocole standardisé à travers tous les acteurs pour trouver la bonne donnée et automatiser la négociation. Et ensuite, déclencher l'échange. Ce qui standardise et réduit complètement les coûts d'intégration. Et la question que vous posez est la bonne. Et j'en suis le premier, à la fois concerné, triste et en partie responsable parce qu'on y travaille, c'est pourquoi on fait des trucs super, on a des super espaces de données avec des centaines d'acteurs dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du tourisme, il y a des choses qui se lancent dans le domaine des médias, dans le domaine de l'agriculture, et ce à travers l'Europe. Pourquoi personne ne le connaît? Je pense parce que on l'a pas rendu encore assez sexy. Parce qu'au final, c'est, tiens, une infrastructure de partage de données, tu vas pouvoir échanger des données pour faire tout un tas de choses différentes. Les gens experts et convaincus et passionnés voient la beauté de la chose, parce que finalement, Internet, c'est un réseau d'échange de données où tu peux faire tout un tas de choses. Mais au niveau du grand public ou au niveau un peu politique, c'est pas aussi sexy que de dire j'ai une super IA qui va détecter le cancer. Même si c'est une condition indispensable de faire une IA comme ça, c'est pas l'applicatif final, et donc je pense que ça ne fait pas autant appel à l'imagination.
d'information, mais c'est notre boulot de le rendre, de le rendre plus essentiel et plus compréhensible. Et c'est tout le travail là qu'on fait depuis des années, des mois, mais plus récemment, en lien avec tout l'engouement qu'il y a autour de l'IA, de montrer le lien concret qu'il doit y avoir. Et je ne fais pas qu'en parler. On a des projets très intéressants, notamment avec le ministère de l'Éducation, pour faire des IA qui vont être des assistants de révision et générer des exercices personnalisés pour chaque élève en fonction de son niveau. Et pour ça, il faut bien se connecter aux données de l'élève, de ses notes, de ses exercices, de son niveau, etc. Et là, le data space est utilisé. Et là, on peut montrer un peu l'utilité de ça, comme il y a des projets dans d'autres domaines. Donc, voilà, je pense que ça gagne à être mieux connu, et puis surtout ça gagne à être saisi par la stratégie IA et par l'État, qui devrait être le premier contributeur en disant moi j'ai plein de données, la plupart des données sont contrôlées ou détenues par l'État, je les mets à disposition pour qu'on puisse développer des super IA dans ce cadre sécurisé. Est-ce que ça vient pas du fait que ces data space, c'est l'Europe avec un grand E majuscule qui a pondu ce truc-là? Je me rappelle d'avoir téléchargé un document sur le sujet, je crois qu'il y avait 600 pages, totalement incompréhensible pour expliquer ce que c'était les data space. Est-ce que finalement, c'est pas là la preuve que de l'autre côté de l'Atlantique, quand c'est des sociétés privées qui s'en chargent, ils savent faire, ils font plus vite, ils font plus simple, et nous, on a cette espèce d'énorme bureaucratie européenne qui fait qu'on avance pire qu'un diesel, quoi. Non, je suis pas d'accord avec ça, parce que en fait, on a de l'avance sur les Américains par rapport à ça, parce que le problème se pose de la même façon du côté atlantique. Tu mets 500 milliards dans des data centers, dans des trucs, va dire après à Tesla, à Meta, à SpaceX de mettre leurs données dedans sans aucun cadre, sans aucune contrepartie, sans aucun contrôle, transparence. Ils vont pas le faire. Et donc ils ont beau rigoler de notre réglementation et de ce qu'on fait, ils vont arriver aux mêmes choses. Parce que sinon ils n'auront pas accès aux données dont ils auront besoin. Donc on a de l'avance, et ça prend, que ce soit complexe et que ça prenne du temps, j'ai envie de dire, on peut en degrés essayer de le rendre le plus en plus simple. C'est mon travail de tous les jours. Et si vous allez sur notre site, j'espère que ce sera assez clair. Mais mais en soi, ça reste quelque chose qui est complexe techniquement, légalement et économiquement, parce que il faut brancher tout un tas de systèmes existants à un même protocole, s'adapter à des choses qui existent, au-dessus de ça, standardiser les aspects légaux, et puis en plus, démontrer aux différents acteurs qu'il y a un véritable intérêt à se connecter. Donc, c'est compliqué, c'est complexe. Oui, il y a des documents probablement qui pourraient être mieux faits que celui sur lequel vous êtes tombé, mais en soi, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver, et il y a une phase de complexité qu'on doit adresser, et tout ne peut pas être hyper simple dès le départ. Est-ce qu'on pourrait décrire ces data space comme une évolution de l'open data, mais vers le monde privé et également monétisé? Oui, c'est-à-dire que c'est une évolution de l'open data, mais c'est qu'on passe à ce qu'on appelle le shared data, qui est pas de l'open data. L'open data, c'est ouvert, j'ai aucun contrôle, n'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Voilà. Là, le shared data, il y a certaines données, je décide selon quelles conditions, à qui, dans quelles circonstances je les mets à disposition. Donc ça, c'est déjà une différence. J'ajoute d'autres types de licences, entre guillemets, sur l'usage de la donnée. J'ai plus de contrôle, et puis surtout, j'ai une infra commune d'échange et d'accès à ces données. Là où l'open data, je vais aller télécharger, je vais avoir un truc, mais je vais pas avoir toute la chaîne et toute l'intégration de données. Mais c'est une sorte d'évolution pour que sur cette logique de partage de données, on commence à intégrer d'autres types de données qui ne peuvent pas être ouvertes au même titre que l'open data pour des raisons, confidentialité, de réglementation, d'autres choses, mais qui ont intérêt à pouvoir être exploitées par d'autres, par exemple dans le cadre que j'ai donné dans l'éducation ou dans la santé, qui veulent développer des nouveaux usages sur des données existantes qui sont aujourd'hui un peu silotées et enfermées dans une myriade d'acteurs.
J'essaye d'expliquer quand je vois des Chief Data Officers que leur métier, qui est aujourd'hui plus un centre de coût, pourrait demain devenir un centre de profit parce que la donnée a de la valeur, etc. Aujourd'hui, quand vous avez un Chief Data Officer qui vient vous voir, vous êtes capable de l'aider à avancer dans cette direction-là, à construire avec lui une stratégie et mettre en place les outils pour pouvoir aller vers ces data space. Bah, tout à fait. Et il faut voir qu'aujourd'hui, ça se lance quand même par secteur. Donc, on a des trucs dans l'éducation, dans les médias, dans la santé. Il y a d'abord un gros travail qui a été fait pour dire bah, de quelles données, pour quels usages à travers le secteur et de pouvoir un peu représenter ça pour montrer par exemple sur la personnalisation de l'apprentissage ou sur la détection de fake news ou sur la détection de maladies, des choses comme ça, en quoi ce type de réseau puisse se mettre en œuvre. Et puis ensuite, ça suit les phases d'innovation classique. Donc, on a eu d'abord quelques acteurs qui se sont connectés, qui ont montré la voie, et puis aujourd'hui, beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, en fonction des secteurs, on peut voir et dire à la personne, ah bah tiens, toi, tu as tel type de données, ça peut être intéressant dans tels usages. D'ailleurs, sur le data space, il y a aujourd'hui, je sais pas, 20 organisations qui cherchent ce type de données. Et donc, si tu te connectes, tu peux mettre un pricing et tu pourrais commercialiser ça, participer à la création ou toi-même consommer des données ou des services venant d'autres acteurs. Et donc, ce sont un peu les têtes de réseau dans des grands secteurs d'activité. Ça me fait un peu penser à l'EDI dans les années 80-90, où les gens de Renault, les gens de Carrefour, etc., avaient décidé d'aller vers la communication informatisée avec leurs sous-traitants, et ils l'avaient un peu imposé. Là, c'est un peu la même chose, c'est dire finalement, il y a quelqu'un qui a une position importante sur le marché et qui pourrait fortement recommander à ses partenaires, on va dire, d'utiliser ce type de système de partage. Ah oui, ça fait partie des choses. En effet, il faut créer un effet de réseau. Donc, il faut avoir une masse critique. Et donc, si tu as un gros acteur qui peut en entraîner d'autres, c'est bien. Mais ça va dépendre des secteurs. Par exemple, dans le tourisme, il y a un data space dont le nom a Eona X. Et là-dedans, on va retrouver Air France, SNCF, Accor Hotel, ADP. Donc, quelques têtes de réseau qui ensuite... Voilà. Côté éducation... Bah, ça a été lancé par le ministère, qui est quand même le gros acteur, et puis ensuite, c'est surtout plein de plutôt petites organisations qui suivent, mais qui, elles, ont vraiment la data et les compétences et les services. Donc ça va dépendre des secteurs, mais oui, il vaut mieux, et à un moment, il faut convaincre un gros. Après, concrètement, au début, il y a quelques petits qui peuvent montrer que c'est possible, et ensuite, là-dessus, ça sert à convaincre les gros. Mais oui, il faut bien un effet de réseau. Et donc, vous confirmez que demain ou après-demain, on pourra dire mes données, elles ont de la valeur et je suis capable de les monétiser. Et c'est pas simplement un centre de coût, ça devient un vrai centre de profit. Ouais. Bah, c'est la condition de réussite de tout, et de toute façon, c'est la matière première de l'économie, donc c'est normal que ce soit rétribué, et selon toute la chaîne de valeur et de transformation de la data. Et je pense que les mentalités vont évoluer là-dessus, sur de la donnée privée, on va dire. Je pense que voilà, c'est assez clair. Sur de la donnée personnelle, c'est un peu plus touchy, mais je pense qu'on va y arriver aussi, dans certains usages. Justement, une dernière question concernant la donnée personnelle. On a déjà le RGPD. Est-ce que c'est suffisant pour se protéger dans ce nouvel environnement de type data space, ou est-ce qu'il faut que l'Europe continue à légiférer sur certains sujets, ou est-ce qu'on a tous les outils qu'il faut ? Bah, on a le RGPD qui quand même donne des droits sur la data, et non seulement ça permet de protéger, mais ça permet aussi les data space tout court, parce que c'est via ces droits que je vais consentir à ce que ma donnée soit partagée entre A et B, et donc ça donne un cadre à ça. On a aussi le Data Governance Act qui est un complément très important, et qui là rentre un peu plus dans l'architecture du data space. Mais en fait, l'architecture du data space dit ceux qui gèrent en fait l'exercice des droits, qui a accès à quoi, ceux qui gèrent un peu le réseau et un peu le tiers de confiance, ils sont neutres, c'est-à-dire que t'as pas le droit
en tant qu'intermédiaire de données, d'avoir aussi une exploitation d'usage, une activité d'usage de la donnée. Et ça permet de créer ces acteurs neutres qui finalement sont là juste pour garantir que tes droits soient bien respectés et qui n'ont pas d'autres intérêts que celui-là. Et ça, c'est très important, je pense aussi dans la protection, d'avoir ces outils neutres à notre service où on peut être certain qu'ils sont pas là, en fait, ils n'ont pas d'intérêt caché, ils sont juste là pour assurer mes droits. C'est notre activité qui est d'ailleurs régulée et certifiée par l'ARCEP et par la CNIL. Et je pense qu'avec ça, on est déjà bien. Ce qu'il faut, au-delà de la réglementation, c'est l'infrastructure technique qui l'applique et qui fait en sorte que, effectivement, dans le transfert de data, ça c'est bien géré et c'est ce qu'on appelle law is code, donc le droit est codé et que nativement, si je dis oui, si je dis non, c'est ça qui s'exécute automatiquement dans le code. Et avec ça, on a déjà une bonne protection. Oui. Eh bien, écoutez, c'est parfait. C'était une très bonne conclusion. Mathias Debière, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le CEO et le fondateur de la société qui s'appelle Vision avec un S. Et donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site web et puis à les contacter pour en savoir un peu plus sur les data space. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux Chief Data Officers qui nous écoutent et qui, en permanence, se plaignent de coûter très cher et de pas savoir comment trouver du retour sur investissement. Et ben voilà, les data space, c'est une manière de trouver un retour sur investissement et d'aller voir son patron non plus pour lui demander de l'argent, mais pour lui proposer de l'argent. Ça devrait les intéresser. Merci beaucoup Mathias. On se retrouve Philippe. Très bientôt sur Décidéo pour de nouvelles interviews. On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.